Voilà donc bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes vendredi le 3 avril et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, une émission qui favorise la parole des victimes prioritaires. Alors nous avons vu dans notre dernière émission que la pauvreté au Québec Alors, je reprends, excusez-moi, parce que donc, ce que j'ai dit, donc, nous avons vu dans notre dernière émission que la pauvreté au Québec a doublé. C'est un fait réel qui fait honte réellement à une société qui est située parmi les pays les plus industrialisés au monde. Nous avons vu aussi comment la pauvreté n'épargne ni la famille ni l'individu, et encore moins les personnages qui souffrent de maladies ou d'un handicap. Nous avons compris aussi lors de cette émission que notre société, le Québec, est en chute permanente vers une catastrophe imminente, trop d'injustices, l'écart des inégalités se creuse ouvertement sans gêne, la pauvreté se fait sentir de plus en plus, la corruption est un feuilleton télévisé que tout le monde peut le suivre. Quelques clichés de la collusion dévoilent le fond de cette société qui fonce dans un mur tout à fait réel. Alors bref, nous vivons dans une société qui peu rassurante et en plus, elle fait tout simplement peur. Alors nous avons parlé la semaine dernière de la pauvreté et son effet sur la population québécoise. Bien sûr, nous parlons pas ici de toute la population, mais la grande majorité de la population, la classe ouvrière, ceux qui travaillent des heures et des heures sans réussir de s'éloigner de la détresse, de la pauvreté, de l'insécurité, et j'en passe. Alors, lors de notre première émission, ou plutôt de la dernière émission, justement, nous avons abordé cette loi québécoise datée de 2005, une loi visant, soi-disant, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, une loi qui stipule dans son chapitre 2, paragraphe 4, que la stratégie nationale vise à amener progressivement le Québec d'ici 2013 au nombre de nations industrialisées comptant le moins de personnes pauvres. Alors, ce texte de loi a été adopté le 31 août 2005, je ne me trompe pas, et nous sommes rendus justement en 2013, date d'échéance. Quel est le résultat alors? Alors, le résultat, c'est que la pauvreté a doublé au Québec. Au lieu, bien sûr, de diminuer ou disparaître complètement, et on ne parle pas ici de l'échec d'une politique qui a visé d'éliminer la pauvreté progressivement, mais plutôt d'un manque de respect à l'égard des citoyens. Je vous dis que la pauvreté a doublé. Elle n'est pas restée stable, mais elle a reculé. Et de combien? Nous avons justement dans cet exemple une démonstration qui nous montre le vrai visage de ceux qui nous gouvernent. On trace un plan pour avancer pour découvrir qu'on recule au lieu d'avancer. Comment voulez-vous expliquer tout ça? Alors, derrière cette insulte politique, savez-vous qu'est-ce que le gouvernement marois vient de faire? Alors, à partir de ce 1er mai, il y a officiellement une augmentation du salaire minimum. Bravo, Madame Marois. De combien est-elle cette augmentation qui est venue en dernier lieu pour réconforter les cœurs brisés? Dites-le-moi, Madame Marois. Dites-moi, Madame la Première ministre, de combien vous avez augmenté le salaire pour en sortir des milliers de personnes du gouffre de la pauvreté? Vous ne voulez sûrement pas le dire, Madame la ministre. Alors, c'est moi qui vais le dire à votre place. Mes chers citoyens, vu que la pauvreté fait ravage au Québec, j'ai décidé, et à partir de ce mois, d'augmenter le salaire minimum de 9,90 à 10,15 à 10,15 $, et j'espère qu'avec cette hausse de 25 sous l'heure, j'arrive, moi et mon gouvernement, à soulager la souffrance de nos travailleurs et nos travailleuses québécoises. Et avec cette réalisation, j'estime que la pauvreté au Québec devient une chose du passé. C'était notre première ministre, Mme Pauline Marois.
Alors, chère éditrice, chers auditeurs, cette loi datée du 31 août 2005 visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale était conçue justement pour protéger et respecter la dignité humaine. Et je dis bien, et heureusement, le Parlement du Québec avait pensé à cette époque à notre dignité, cette dignité violée et reviolée depuis à chaque instant. 2013 était supposément l'année pour atteindre cet objectif et de réduire la pauvreté au Québec. Mais le réel vient nous dire tout à fait le contraire. Et avec son 25 sous, Madame Marois vient à son tour nous insulter publiquement, voyez-vous. Alors vous voyez, quand les textes de loi ne valent rien dans cette société, on nous lance des pièces de monnaie sans valeur aucune, alors quand les fonds publics sont vidés, je dis bien fauchés par les privilégiés de notre système. Encore, nous faire entendre, disons, le son des pièces de monnaie pour tout simplement détourner notre regard vers ce sort que nous n'avons jamais choisi. Nous n'avons jamais choisi d'être pauvres, Madame la ministre, et encore moins d'être malheureux et tristes dans une société qui ne promet, une société qui ne promet la lune en plein jour. Vous devrez goûter la pauvreté et l'exclusion sociale pour comprendre un peu mieux nos revendications. Maintenant, laissez derrière nous cette 25 sous qui vient de tomber sur notre tête, elle aussi, soi-disant, pour nous enrichir. Et passons à un autre sujet encore plus grave que la pauvreté. Vous savez, peut-être, chères auditrices, chers auditeurs, que nous sommes sur les portes de la semaine annuelle de la santé mentale. Une campagne alors annuelle de promotion de la santé mentale. Bref, il s'agit de cette semaine nationale de la santé mentale, une semaine de sensibilisation qui va débuter dans 2 jours pour aller jusqu'au 12 mai. Alors, en 2 mots, cette campagne va tenter de nous dire « Écoutez, chers Québécoises et Québécois, vous êtes bien dans votre tête. » Et la thématique de cette campagne est sur l'estime de soi, envoyer un sentiment de sécurité, un sentiment d'appartenance, par exemple, un sentiment d'identité, dire à l'autre que vous avez une place dans cette société. On parle ni de vrai, ni de faux. On parle pour parler. Et c'est vrai que parler peut faire du bien de temps en temps. Alors, lors de cette semaine, on va faire rêver les gens, leur sortir de leur univers trop sombre, leur dire qu'on a un espoir. Lequel ? Moi, je ne peux pas vous répondre. Nous allons voir avec l'un de ces organisateurs qui sont derrière cet événement, s'il peut répondre à nos questions, bien sûr. Alors, cette campagne dit aussi quelque chose qui peut être vrai. Ensemble, on peut changer les choses. On peut réaliser quelques rêves. Dire à l'autre que vous êtes capable, vous êtes formidable, vous êtes un génie, mais vous avez besoin de retrouver votre voie vous-même. N'attendez pas l'autre. Vous êtes maître de votre œuvre. La campagne parle même d'un vaccin qu'on appelle TEF, pour stimuler le système immunitaire. Alors TEF veut dire « tu es formidable ». C'est vrai que l'homme à l'origine est formidable. C'est l'État qui a fait de lui un torchon sans valeur aucune. Est-ce qu'on peut devenir malade mental à cause du travail? Oui. À cause de l'échec scolaire? Oui. À cause de l'injustice? Oui. À cause de l'abus du pouvoir? Bien sûr, oui. À cause du stress? Oui. À cause d'une dépression? Oui. D'un mauvais traitement? Oui. D'un faux diagnostic? Oui. D'un abus de substance? Oui. D'un préjugé? Oui. Est-ce que la solitude est un autre facteur? Oui. Être envahi par le désespoir? Oui. Bref, le souci, l'angoisse, malheureusement, tout ça rentre dans la ligne. Maintenant, est-ce que la santé mentale, chère auditrice, chers auditeurs, est aussi importante que ça? Oui. Dans la foulée de la pauvreté, nous avons parlé un peu de la dignité et que la société qui ne respecte pas la dignité de l'homme est une société injuste, une société qui ne mérite pas le respect. Mais quand ça touche la santé mentale de l'homme, il faut questionner d'abord sur les causes de cet handicap, de cette souffrance qui peut être interminable. Vous le savez très bien, chères auditrices, chers auditeurs, qu'en absence d'une santé mentale, l'homme n'est désormais rien. Il est condamné à perdre complètement ou partiellement son statut social. La santé mentale est un aspect essentiel de notre santé en général. Sinon, on devient un simple corps en mouvement, ni plus ni moins. Et encore si on refuse de l'être, la seule issue qui nous restera, c'est le suicide.
Je vous rappelle, chers auditrices, chers auditeurs, que le Québec est la première province au Canada en temps de suicide. On parle de 13,8. Alors, une grande majorité de la population québécoise souffre de santé mentale, mais parmi ces gens, nombreux ceux qui ne le savent pas. Et où ça devient encore plus inquiétant quand vous lisez que jusqu'à 70% de nos jeunes adultes éprouvent des problèmes de santé mentale. Les études indiquent que les symptômes, dans la plupart du temps, ont commencé pendant leur enfance. Et Mme Chantal Minou, psychoéducatrice de profession, comme d'autres d'ailleurs, qui côtoient cette réalité depuis longtemps, sont convaincus, hors tout doute, qu'une partie de ce problème de la santé mentale vient, dès le départ, d'un étiquetage au niveau préscolaire, scolaire, jusqu'à l'employeur, et c'est ce qui suit. Alors c'est un problème systémique qui encourage la loyauté envers le système plus qu'envers les citoyens. Une éducatrice, par exemple, d'un CPE, veut ou elle peut même déclencher une fausse tempête qui va détruire l'enfant, sa famille, son entourage et le reste, et pourtant elle n'est pas une spécialiste de la santé. Il suffit d'apporter son diagnostic. Autrement dit, si une éducatrice d'un CPE vous dit « Monsieur ou Madame, votre enfant a un problème », alors assurez-vous que la porte de l'enfer vient peut-être de s'ouvrir devant vous. Et les spécialistes de la santé mentale vont suivre ce détectage. C'est une manière comme d'autres pour faire de l'argent, pour activer ce commerce fleurissant au Québec. Vous allez peut-être me dire « Et la vie de nos enfants, monsieur ?» Elle n'est pas aussi importante que la vie du système qui est mis en place. J'ai vu moi-même un simple minable de la direction de la protection de la jeunesse qui a le pouvoir d'influencer et d'avoir le dernier mot sur la vie d'un enfant. Le dernier mot bien au-dessus d'un juge même de la Chambre de la jeunesse. C'est un système qui est mis en place et qui fonctionne de cette manière, malheureusement. Alors j'ai dit 70% des jeunes adultes dans notre société québécoise éprouvent des problèmes de santé mentale. Voilà pourquoi ça devient grave et urgent d'en parler, de se questionner, de dénoncer, de le dire à haute voix. Il faut installer de nouvelles balises pour stopper justement ce dérapage, le dérapage de toute une société. Nous sommes devant un problème très grave, en évolution constante, un problème qui n'existait presque pas avant. Revenons même à la base. Est-ce que la perte de confiance chez l'individu, par exemple, la perte d'espoir, la négligence, le manque de respect et la non-considération, et j'en passe, sont-ils aussi des déclencheurs de ce phénomène amer et destructeur? Ou bien, qui est derrière ce phénomène qui détruit la société de l'intérieur? Le système public peut-il être dans le box des accusés de nouveau? Alors, chères auditrices, chers auditeurs, l'itinérance, solitude, suicide, désespoir, détresse, et j'en passe aussi, tout un dictionnaire pour décrire un recul de société, notre société. Et si vous êtes bien aujourd'hui à l'abri de cette tempête qui fauche des vies et des vies au Québec, ou s'il vous semble que vous l'êtes, attendez votre tour, sinon, comptez-vous parmi les chanceux. Alors voilà pour cette semaine nationale de la santé mentale au Québec. Nous allons tenter de rejoindre le Collège des médecins, peut-être aussi une ou deux de ces associations qui œuvrent dans ce milieu. Ils auront probablement des réponses à nous fournir à cette occasion. Donc j'ai aussi une lettre d'une dame qui a quitté le Québec. Elle voulait à tout prix sauver son fils d'un destin tracé d'avance par notre système public, un système un peu trop injuste par moment. Cette femme ne regrette rien aujourd'hui et encore, elle est convaincue après avoir perdu beaucoup d'argent que son fils est hors danger. Alors si nous aurons suffisamment de temps, je vais vous lire cette lettre-là, sinon nous aurons probablement une autre occasion pour le faire. Voilà donc avec vous ce matin Hadj Zitouni, porte-parole du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer les rabis de pouvoir. Sur le plateau, pour participer à cette émission, Madame Annie Godin, elle est victime de ce système qu'on dénonce aujourd'hui. Il y a aussi ces deux filles, il y a Maude et Laura, ils sont des filles merveilleuses, ils sont en face de moi. Et j'ai aussi mes collègues Adam, Richard et Madame Minou, psychoéducatrices. Ils m'accompagneront le long de cette émission avec les questions et des précisions. Donc restez à l'écoute après notre thème musical, chères auditrices, chers auditeurs. Est-ce que le système public affecte la santé mentale des Québécois et Québécoises? Restez à l'écoute.
minables sur les problèmes de société, où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel basson la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison méritée, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un félouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune. Alors oui, rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, vous savez que le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment la semaine de la santé mentale, et on va probablement parler avec le centre, l'association canadienne de la santé mentale. Et on aura, dans quelques minutes, on aura peut-être même quelques secondes, on aura la directrice en ligne. Et j'aimerais bien poser la question à Madame Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour. Ça va bien? Alors, on va, avant de poser peut-être des questions à Madame Ouimet, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui à propos de cette semaine de la santé mentale? Bien, écoutez, moi...
Je pense qu'on a sur la ligne directement... Madame Renée Ouimet. Madame Renée Ouimet, oui. De l'Association canadienne... Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous entends mal un petit peu, Madame Ouimet. Vous m'entendez mal? Oui, très bien maintenant. Je vais me mettre en ligne directement. Excellent. Alors, Madame Ouimet, vous entendez mieux? Oui, c'est bien, beaucoup mieux. Alors, bonjour Madame Ouimet, donc Renée Ouimet, vous êtes directrice de l'Association canadienne de la santé mentale, c'est ça? Oui, c'est ça, directrice de l'Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec. Voilà, Division du Québec. Et nous approchons, dans 2 jours, on va être sur la semaine, on va aller sur la semaine de sensibilisation. Pouvez-vous nous dire d'abord, votre organisme existe depuis combien de temps? Depuis 57 ans déjà. 57 ans? Un vieil organisme communautaire à but non lucratif. Et puis, notre mandat est de parler de ce qui nous aide à garder une bonne santé mentale. De la santé mentale pour tous, pas juste pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, mais comment on peut arriver à maintenir une bonne santé, tous les trucs qui nous aident à maintenir une bonne santé mentale dans notre quotidien. Oui. Oui. Alors, c'est notre mandat. Oui. Mais quand vous dites que vous existez depuis très, très longtemps, est-ce que ça veut dire que le problème existe depuis très longtemps? Ben, les problèmes de santé mentale existent, je crois, depuis toujours, du moins depuis très, très, très longtemps. Oui, mais monsieur, quand l'association a commencé à voir le jour, les propos étaient pas très positifs envers les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Oui. La stigmatisation était beaucoup, beaucoup plus importante. Les gens étaient mis dans des hôpitaux psychiatriques. La réalité était dure. Alors, on a fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là. C'est pas parfait encore. Il y a encore de la stigmatisation, mais moins qu'avant. On peut parler plus facilement d'un problème de santé mentale qui existe ou qu'on peut avoir vécu. Il reste encore du chemin à faire, mais je vous dirais que depuis 57 ans, il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait. Il y a beaucoup de groupes au Québec qui travaillent aussi à la santé mentale, à la fois à la défense des droits, et madame, des ressources alternatives en santé mentale. Il y a beaucoup, nous, on a 10 filiales à travers le Québec. Alors, il y a beaucoup de groupes là qui travaillent pour la santé mentale, je vous dirais. Mais Madame Ouimet, moi, les informations que j'ai, ou plutôt les témoignages que j'ai, que la situation, elle est allant en dégradant. Ça veut dire que le problème, il est plus présent aujourd'hui qu'avant. Est-ce que c'est exact? La question est toujours, est-ce qu'on pose plus de diagnostics ou bien est-ce que le problème est plus présent? Selon les chiffres actuellement, c'est évident que le problème est plus présent, mais est-ce que c'est parce qu'il y en a plus ou parce que on met des diagnostics à plusieurs personnes? Ça, là-dessus, j'ai pas la réponse exacte. Oui. Ce qui est très inquiétant, c'est entre autres que l'Organisation mondiale de la santé anticipe, je vous dirais, qu'en 2020, entre autres, la dépression va devenir une cause primordiale d'invalidité dans les pays industrialisés. Oui, comme la nôtre. C'est un problème de santé mentale sur lequel on peut intervenir en amont, sur lequel on peut agir. Et je vous dirais que c'est un problème qui peut être beaucoup lié aux conditions sociales, à la pauvreté, à la solitude, à la vitesse dans laquelle on vit, au manque de reconnaissance. Alors là-dessus, aux conditions de travail, c'est quelque chose sur lequel on peut intervenir. Mais vous êtes d'accord, Madame Ouimet, comme quoi on a un problème, il y a un problème sérieux de société aujourd'hui? Ah oui, il y a un problème sérieux de société. Je sais pas si vous faites juste parler à tous les gens qui vous entourent, vous demandez comment ça va, la majorité des gens vont répondre ça va vite, je suis surchargée, j'en ai trop. Alors juste qu'on réponde ça tout le temps. Oui. C'est qu'il y a déjà... c'est déjà énorme, là. Oui. Je suis en train de lire sur ma table de chevet, j'ai un livre sur la lenteur, sur l'apologie de la lenteur et de prendre du temps, puis je vous dirais qu'on n'est pas beaucoup là-dedans dans notre société actuelle.
Mais la question qu'on a posée, puis on essaie de poser aujourd'hui, est-ce que le système public affecte la santé mentale? Écoutez, est-ce que je pourrais vous parler de notre semaine de la santé mentale à la place? Parce que j'ai le goût aujourd'hui de lancer un message... tout à fait, vous aurez le temps, madame, bien sûr. Oui. Ben, est-ce que le système public, c'est une question difficile que vous posez là? Parce que permettez-moi, Mme Ouimet, parce que j'avais dit à Mme Ouimet qu'on n'aborderait pas nécessairement ce tout à fait. Non, ce sens-là, c'était plus dans le sens de faire arriver la semaine nationale en santé mentale que Mme Ouimet avait accepté aussi de venir témoigner. Merci beaucoup d'avoir accepté, Mme Ouimet, en passant. Écoutez, justement, pour revenir à votre campagne annuelle de cette année que je trouve extraordinaire, parce que le thème, c'est tu es formidable, oui, sais-tu. Et pour moi, c'est une semaine, justement, qui vient de votre côté, c'est l'aspect que vous travaillez, mais moi, de notre côté, de nous ici, de notre côté, qu'est-ce qu'on voit? C'est un peu, justement, la cause systémique que moi, je constate aussi comme psychoéducatrice, mais comme citoyenne, parce que le système, en se centrant constamment sur le dépistage, oui, c'est bien dépister, mais il va falloir un équilibre parce que le dépistage, je ne sais pas si les gens réalisent, mais c'est se centrer sur les limites. Et je ne crois pas qu'en se centrant sur les limites des gens, en oubliant leurs forces, qu'on les aide dans leur santé mentale. Parce que, comme vous, votre campagne, c'est « Tu es formidable », mais il me semble que cette semaine, ça va être une semaine importante pour sensibiliser les professionnels en éducation, en CPE, pour dire, avant de regarder les limites et les faiblesses des gens, des enfants, avant de penser qu'ils ont des problèmes, on peut-tu, s'il vous plaît, regarder leurs forces et à partir de leurs forces, travailler leurs limites avant de prétendre qu'ils n'ont pas la capacité ou qu'ils ont un trouble. La valorisation. C'est ça. Fait que pour moi, votre thème cette année, c'est très important et je vous laisse parler justement parce que vous avez une formule TEF très importante. Alors, c'est ça, on lance un vaccin humanitaire cette année. Puis la semaine de la santé mentale, c'est le début d'une campagne annuelle. Oui. Alors, on invite les gens à prendre le temps de se reconnaître pour les petites choses du quotidien qui nous font du bien. À prendre le temps de dire aux gens qui les entourent en quoi ils sont formidables pour eux. Exact. Pour un sourire, pour prendre le temps d'écouter, pour toutes les petites choses du quotidien. Et puis quand vous parlez des jeunes, comme on dit... Puis quand on parle de « Tu es formidable, le sais-tu », c'est un thème qui prône l'estime de soi, parce que l'estime de soi, quand on a une bonne estime de soi, c'est quand même un élément de protection en santé mentale. Mais quand on parle d'un bon estime de soi, on parle pas d'un estime de soi qui est... on parle pas de narcissisme, là. On parle, puis là, madame, je reviens avec ce que vous disiez. C'est une estime de soi où on est capable de vivre avec nos difficultés puis nos échecs, où on est capable de tomber puis de se relever et où on croit assez en soi que quand on tombe, c'est juste une partie de nous qui a une faiblesse, c'est pas notre totalité de personnes. Mais pour vous, Madame Ouimet, vous êtes en train de dire aussi que c'est à cause de l'individu lui-même, ça vient de lui-même, c'est ça? Non, c'est pas ça qu'elle a dit. C'est dans le fond, c'est la même chose que je dis, c'est qu'on travaille. Moi, dans le fond, qu'est-ce que je disais, c'est qu'on travaille les forces pour travailler nos limites. Ouais, mais c'est un peu ça qu'elle dit aussi, c'est accepter ses limites, puis accepter qu'ils sont là, mais accepter peut-être de travailler autour, puis de compenser, c'est de reconnaître aussi, parce que l'estime de soi, c'est pas de dire je suis bon, je suis capable de tout et pas reconnaître ses limites. Oui. C'est d'être capable de regarder ses forces pour travailler ses limites, et savoir les reconnaître. C'est beaucoup être soutenu pour aussi être bien entouré pour travailler ses limites aussi. Ben ça commence là, ça commence au préscolaire. Un enfant qui a 1 an, 3 mois, il peut pas faire ça tout seul. Ça commence avec le regard de l'adulte. Si je peux me permettre. Oui, avec l'accueil de l'adulte, avec le regard de l'adulte, avec le bravo de l'adulte, avec l'amour de l'adulte. Si je peux me permettre un commentaire de néophyte, dans le fond, c'est que ça participe à la construction de l'identité de l'individu. C'est ça. Et il faut c'est une question d'équilibre. C'est sûr qu'il faut définir les limites, les faiblesses, mais il faut surtout se concentrer sur les forces, comme tu disais. Puis c'est ça qui va donner un individu qui va être, lorsqu'il va être mature, qui va être équilibré, parce qu'il va être autant conscient de ses forces que de ses faiblesses, pour pouvoir respecter ses limites dans un cas et dans l'autre.
plutôt qu'un individu qui va avoir été dénigré et pointé sur ses faiblesses toute sa vie, que lui, sa construction de soi, son identité lui-même va être affectée. Ça va être indéniable. Mais c'est sûr que si vous permettez, à partir du moment que, moi, qu'est-ce que je vois souvent, c'est qu'étant donné qu'on centre trop souvent sur les faiblesses en oubliant les forces en premier, c'est que les enfants, moi, je travaille beaucoup avec les enfants et les parents aussi, les habiletés parentales, c'est que, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'ils doutent d'eux, puis je pense pas qu'à partir du doute, quelqu'un peut avoir confiance pour se renforcer, développer son plein potentiel. Je pense que ça commence par les forces. Il le voit pas, il a besoin d'aide pour une petite étincelle pour le voir. Oui. Et à partir du moment qu'il le voit, là, on peut commencer à travailler plus les limites. Mais c'est beau de regarder, d'admettre ses limites, mais encore faut-il en premier être capable de penser qu'on est capable de les travailler. Est-ce que vous connaissez la recherche qui avait été faite en Californie où ni les professeurs ni les élèves le savaient, mais on avait pris des enfants surdoués qu'on avait mis dans une classe d'enfants qui avaient des difficultés, puis des enfants qui avaient des difficultés dans une classe d'enfants surdoués. Oui, je ne travaille qu'avec ça, on appelle ça l'effet Pygmalion. C'est ça. Et les enfants qui avaient des difficultés, le fait que les enseignants croyaient vraiment à leur force et à leur capacité, ont eu des résultats similaires aux enfants qui étaient des enfants surdoués. Exact. Alors, de là, c'est ça ce qu'on peut se dire, c'est quand on croit aux capacités de l'autre, on peut souvent soutenir l'autre dans son processus, dans son cheminement, et puis ça permet à la personne d'aller beaucoup plus loin que si on ne croit pas en ses forces puis en ses capacités. Mais si vous me permettez, l'étude va plus loin que ça. C'est non seulement que ceux qui avaient des moins bonnes notes ont eu des notes plus élevées, mais ceux qui avaient des bonnes notes, leurs notes ont baissé. Oui, tout à fait. Ça, oui. Et puis, écoutez, j'inviterais les gens à aller sur notre site qui est être-bien-dans-sa-tête.ca où on a vraiment des outils téléchargeables, simples et intéressants, où on a un outil qui est pour les adolescents, un pour les adultes, un pour les aînés, qui sont des petits pamphlets, je vous dirais. On a un petit mini dépliant en santé mentale et travail sur l'importance du sens au travail. Ça, c'est aussi quelque chose qui joue. Mm-hmm. Oui, Madame Loumet, j'aimerais bien savoir votre semaine de sensibilisation, comment vous allez toucher les gens concernés? Comment on va toucher? Ben, écoutez, on a distribué beaucoup de matériel à travers le Québec. Par exemple? Pendant la semaine, entre autres, on a imprimé plus que 17 000 brochures, puis sont toutes disparues. On a fait fureur cette année. On a imprimé 125 000 petites cartes. Tu es formidable, sais-tu, parce que sont toutes parties. Nos dépliants santé mentale et travail, on a imprimé 35 000 copies. Ils sont tous partis dans les milieux de travail. En plus de ça, nos partenaires à la fois des entreprises, des CSSS, des milieux communautaires, des écoles, des cégeps font des activités à leur manière avec nos outils dans le cadre de la semaine. Excellent. Oui. Puis nous, notre projet, c'est que on veut pas, c'est pas une semaine qui nous appartient à nous. Nous, on crée des outils qui peuvent être utilisés, puis après ça, chacun dans leur milieu utilise nos outils pour en faire des projets à leur couleur. Et puis, un autre projet super intéressant qu'on a fait cette année, on a invité 21 artistes québécois, puis une française, à créer des parapluies sur l'estime de soi. Oui, ça s'appelle « Tu es formidable sous ton parapluie ». Vous pouvez nous parler peut-être, ça commence le 6, 7, 8 mai ici à Montréal, puis je pense qu'on va être en tournée pendant 2 semaines, c'est ça? Pendant 2 ans. Pendant 2 ans? Ah, 2 prochaines années, excusez-moi. Oui. Aussi, ça a fait fureur. Les parapluies sont vraiment très beaux. Et puis, ils parlent tous de l'estime de soi, mais à la couleur de chaque artiste. Alors, ça va commencer dans le cadre des journées annuelles de santé mentale à l'Hôtel Delta à Montréal. Après, ça s'en va dans Chaudière-Appalaches. Après ça s'en va au Lac-Saint-Jean. Et puis, en mai, l'année prochaine, ça va être à la Grande Bibliothèque à Montréal. Alors, ça va être un circuit pendant 2 ans à travers le Québec. Dans le fond, c'est un thème pour l'estime de soi, là, pour encourager les gens à favoriser l'estime de soi. Oui, c'est ça. Puis, dès, je vous dirais, la fin de la journée, on va avoir une page Facebook « Tu es formidable » où ça va être possible de mettre des messages. Mais en plus, on va avoir un vidéoclip sur le thème.
Puis on espère qu'il va devenir une vidéo virale. Il va être sur YouTube à la fin de la journée aujourd'hui. Ça va être, si vous allez à la fin de la journée voir le vidéoclip Tu es formidable, vous allez pouvoir vous le transférer d'une personne à l'autre. Alors ça aussi, c'est pour... Mais c'est très important, je pense, parce que c'est la liste des ingrédients, le mode d'emploi que vous donnez pour le vaccin TEF. Là. Oui. Fait qu'il faut que le monde s'outille pour le répandre, puis on va tout être des infirmiers de l'estime de soi. Oui. Puis je vous dirais que dans la période actuelle, on est dans une période grise socialement. Hein? On parle beaucoup de corruption, on écoute les nouvelles, c'est toujours gris, c'est souffrant. Oui. Mais on oublie qu'autour de nous, on en vient à oublier qu'autour de nous, il y a des projets extraordinaires. Il y a des personnes qui travaillent quotidiennement de manière exceptionnelle. Il y a des politiciens qui font bien leur travail aussi. Il y a des individus, des enseignants, des jeunes, des parents. Il y a plein de monde qui ont un petit quelque chose en eux qui est formidable. Mais c'est vrai aussi, madame, mais il y a aussi des gens qui souffrent aussi de plus en plus. Ça fait du bien de dire ça. Oui. Je vous dirais mais c'est important qu'est-ce qu'elle dit, là, parce que c'est un facteur. Et puis, dans cette période de grisaille, je vous dirais, c'est une belle couleur dans notre vie. Puis, je pense que c'est justement, en tout cas, moi, personnellement, je pense que c'est un facteur pour lequel, justement, qu'on a un problème peut-être sociétal, parce que, regardez, je vous donne l'exemple, un enfant à l'école, mais le parent y arrive, des fois, il y a des préjugés négatifs envers les enseignants, il accoste l'enseignant négativement dès qu'il y a un premier accrochage, au lieu de prendre le temps de bien accoster l'enseignant, puis de dire, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé, c'est pareil pour l'enseignant, des fois, ils ont des préjugés envers les parents, dès que les parents demandent quelque chose, c'est un parent roi. C'est rendu qu'il n'y a plus juste les enfants rois. Maintenant, c'est les parents. Puis après ça, il y a la direction qui dès qu'il y a quelque chose, au lieu de supporter les enseignants par des professionnels, moi, j'ai vu que des enseignants qui demandaient l'aide de professionnels étaient étiquetés comme faibles s'ils demandaient l'aide de psychoéducateurs. Alors, je pense que c'est à changer. Il y a des choses que on a tous un impact pour l'estime de soi. Je pense que c'est chacun, on peut regarder avoir un impact sur notre société. Oui, puis je vous dirais que quelle force on a quand on est capable d'aller demander de l'aide. Et j'espère que dans notre société, on va être capable de reconnaître ça. Parce que quand on va demander de l'aide, c'est qu'on veut justement améliorer quelque chose qui va pas bien. Et puis, je trouve que c'est une grande force et beaucoup d'humilité. Ça demande beaucoup d'humilité pour faire ça. Si on pouvait arriver à valoriser ces processus-là, que ce soit pour un enseignant d'aller chercher de l'aide à l'extérieur de sa classe, pour une personne d'aller en psychothérapie, pour un ami de demander à un ami d'aller souper avec pour pouvoir parler de ce qu'il vit, ou pour quelqu'un dans le milieu de travail de pouvoir aller voir un collègue puis dire « Oups, j'ai un problème aujourd'hui, peux-tu m'aider? » Ou d'avoir la supervision professionnelle en milieu de travail aussi. Formidable. Oui. Alors vous quand même, Madame Oumé, quand même, vous êtes optimiste, je vois. Très optimiste, mais ça m'empêche pas de voir les réalités difficiles qui existent dans notre société. Mais je crois que ce qui me permet de sourire à chaque jour, c'est que je vois aussi ce qu'il y a de bon dans les gens qui m'entourent. Le côté positif. Oui. Madame Oumé, dernière question peut-être. Envoyer un message de solidarité. C'est une semaine de solidarité aussi que vous envoyez. Écoutez, de prendre le temps de reconnaître ce qu'il y a de bon. Puis quand on dit ça, c'est aussi, on souhaite que dans tous les choix politiques qui soient faits puis qui sont mis en place, qu'on prenne le temps de faire ces choix-là en se disant que les gens autour de nous, que la population a quelque chose de formidable et qu'il faut soutenir ce processus-là. Alors, je lance le vaccin aujourd'hui et je vous encourage tout le monde à donner le vaccin et à reconnaître ce qu'il y a de bon dans les gens qui vous entourent et dans les groupes qui vous entourent. Et puis déjà, de faire ça, je trouve qu'on s'en va dans une bonne direction. Merci beaucoup. Alors, Madame Romé, je vous dis, vous êtes formidable. Merci, vous aussi. Merci de nous avoir donné cette occasion, ce lieu de parole. Merci bien, Madame Ouimet. Merci. Bonne journée. Alors, bonjour. Aussi. Alors, chère auditrice, chère auditeur, c'était Madame Renée Ouimet. Elle était directrice de l'Association canadienne de santé mentale, division du Québec. Elle a témoigné. Donc, on va juste faire une petite pause musicale. On va revenir avec le reste de cette émission. On dit que ça te prend un paresseux qui baisse facilement les bras, un faible, quelqu'un qui manque d'ambition, un irresponsable, un perdant, que ça prend une personne qui pense juste à elle ou qui manque d'attention. On dit même qu'il n'y a pas de courage.
que ça prend un lâche pour faire une dépression. Il serait plus facile d'être couvert de bleu pis de bandages pour que les autres comprennent que ça fait mal et que la guérison peut être très longue. La dépression, c'est une maladie. Maladie. J'ouvre mes yeux un matin dans mon lit, encore une de plus de mes nuits d'insomnie. Ma journée commence, puis je file endormi. Dehors tout est gris, le soleil, la joie, puis le bonheur est parti sans me dire pourquoi. Sans aucune empathie dans mes états d'âme, se crée tout un conflit et mon plafond chambre. C'est à lui que je me confie. Si les murs ont des oreilles, ben ils connaissent ma vie, puis ils savent que je demande des réponses au Saint-Esprit. J'ai besoin d'aide, c'est même rendu que je prie. C'est un cri à l'aide, mais il faut que je crie. Je perds du raide, je sais pas ce qui se passe. Dans ma tête c'est noir, puis dans mon cœur ça brasse. Une pression immense qui m'écrase. Ma douleur augmente comme des métastases. Le contraire d'extase, ça me fout la chienne. Je fais des crises d'angoisse. Ma peine, elle, c'est rendu que je l'apprivoise parce que je le cache à tous les gens que je croise. J'ai peur d'en parler, je veux pas que le monde jase. Que je suis rendu fou ou qu'il manque une cause. Que j'ai atteint le fond comme une teinte vide qui aurait manqué de gaz. Je suis dans le rouge, dans un état de crise. J'ai comme l'impression que les lumières se tamisent. Je suis tellement nerveux, j'ai les mains moites et mes jambes paralysent. Plein de larmes dans mes yeux à focusser sur mon problème, que mon corps s'épuise. Mes sueurs froides prennent place comme du feu sur la glace que je fonds dans ma chemise. J'ai du mal à respirer, c'est rendu que j'agonise. La situation me traumatise, mon cœur bat vite, sans aucune maîtrise. Je vomis de la ville parce que je sens que c'est la fin, mais j'ai peur de la mort. Et c'est là que je le réalise, que ma foi se brise dans l'emprise d'une mort incomprise. Fini les souffrances qui sans cesse s'éternisent, c'est maintenant la fin. Adieu la vie, même si ça me terrorise. Hey, Jerk, ça va, man? Ça va? Hey! Hey, appelle l'ambulance, le Jerk fait pas pantoute! Ambulance, comment? Ah, c'est je t'avais, là. J'ouvre mes yeux dans mon lit d'hôpital. Je suis pas encore mort, puis je trouve pas ça normal. Je vois tout embrouillé, puis je vois même des étoiles. Le sérum bloqué comme en phase terminale. Je suis tellement stressé, j'en perds les pédales. Une petite pilule avec de l'eau minérale, puis on me dit faut que je l'avale. C'est quoi le fuck? Ça fait 3 mois que je fais le pas, je t'ai écœuré en esti. Puis aujourd'hui je fais le pas parce que je veux des réponses. De toute façon, y a mon corps qui me dénonce. Alors voilà, rebonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors nous sommes toujours on part toujours sur cette semaine de santé mentale qui va débuter vendredi, le 6 au 12. Alors nous avons sur la ligne avec nous Monsieur Robert Thiory. Il est du regroupement des ressources d'alternatives de santé mentale et il est responsable des activités politiques. Alors, alors, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour Monsieur Thiory, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, nous sommes sur ce qu'on appelle la santé mentale, la semaine de la santé mentale. Oui. Alors, peut-être avant, je vais juste poser une petite question. Votre organisme, il existe depuis combien de temps? Le regroupement existe depuis 30 ans. D'ailleurs, on va célébrer en 2013-2014 le 30e anniversaire du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Alors, quand on parle de santé mentale, ça veut dire que vous êtes en train de affirmer comme quoi on a un problème de société, santé mentale. Il y a un problème, il y a effectivement un problème de société qui est, en tout cas à notre avis, peut-être plus large qu'on le pense. Exact. Dans la mesure où on est en train, dans toutes les sociétés occidentales, de psychiatriser. Exactement. Et je dirais de pharmacologiser. Oui, pharmacologiser, d'utiliser les moyens pharmacologiques pour traiter des problèmes qui sont soit des problèmes de détresse humaine normale ou des problèmes sociaux. Ce qu'on appelle le dépassement, si vous voulez. Pardon? Ce qu'on appelle le dépassement. Oui, on
on dépasse je dirais, ce qui est ce qu'on concevait il n'y a pas si longtemps comme des problèmes de santé mentale. Mais là, la vision est beaucoup plus large que ça. Là. Mais ça veut dire, Monsieur Thiory, si on parle un petit peu, est-ce que nous sommes en train de reculer ou d'avancer devant ce phénomène-là? Je pense que sur un plan sociétal, on est carrément en train de reculer. Je suis d'accord avec vous. En train de reculer. Si vous me permettez, M. Théoret, justement par rapport à ça, le nouveau DSM, il y en a beaucoup de psychiatres qui sont pas d'accord. Le nouveau DSM, après 2 semaines, après un deuil, après 2 semaines, si c'est pas passé, c'est une dépression majeure. Effectivement. Ça va être Nous, ça. On suit ce dossier-là. On a, d'ailleurs, les gens qui sont intéressés peuvent consulter sur le site Internet du regroupement les nombreuses revues de presse qu'on a colligées au cours des dernières années pour témoigner là de ces malaises-là qu'il y a par rapport à la médicalisation, la psychiatrisation de la détresse humaine et des problèmes sociaux. Et c'est en ce sens-là, je dis qu'on est en train de reculer. C'est-à-dire que tout ce qui est... on est en train de renvoyer l'individu dans le monde, dans la société dans laquelle on vit, on est en train de renvoyer les problèmes personnels des personnes à des questions normatives. Oui. Alors, Monsieur Thiory, nous, d'abord, on se trompe pas si on dit que le système public affecte la santé mentale. Écoutez, j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là hier soir, et c'est pas le système public. Pour moi, là, c'est une erreur que de penser que c'est le système public. Alors, explique-nous. Le système public est le fruit d'un contexte sociopolitique beaucoup plus large. Exact. On a confié au système public le mandat de normaliser les comportements des individus en fonction d'intérêts qui sont supérieurs, je dirais, au système public. Aujourd'hui, si on dit qu'une personne qui après 2 semaines a de la difficulté à vivre avec un deuil, puis que c'est tout simplement pour qu'elle retourne au travail. Donc, les intérêts, à ce moment-là, c'est des intérêts strictement économiques liés à la société néolibérale dans laquelle on vit. Si on considère que les enfants dérangent dans le système d'éducation parce qu'ils correspondent pas aux normes du bon élève qu'on devrait avoir, c'est tout simplement parce que on veut pas investir dans l'accompagnement d'enfants qui peuvent avoir des difficultés d'apprentissage plus importantes que les autres. Oui. Mais c'est plus que ça. C'est que dès qu'un enfant bouge, là, c'est rendu qu'un petit garçon, ils sont tous des hyperactifs. Là. Écoutez, c'est un fait. C'est un fait. Là, on considère ça comme étant un problème. Mais parce que faut jeter un regard sur notre société. Ben c'est ça, mais c'est pour ça qu'on dit, nous, c'est plus la question, est-ce que le système public peut affecter la santé mentale? C'est parce que c'est systémique, hein? On parle de l'individu seul face à lui, on parle de l'individu face à sa famille, après ça, on grossit face à l'école, face à son milieu, son environnement. Est-ce que le système qu'on a en ce moment peut développer des problèmes de santé mentale chez les citoyens québécois? C'est ça notre question. La société, oui. Je pense que globalement, la société québécoise, on voit le nombre de dépression augmentée de façon extrêmement importante, dépression liée aux conditions de travail, dépression liée aux conditions de vie, les gens qui liés à la pauvreté, liés au stress de la vie quotidienne, je dirais la dépression qui peut être liée au fait qu'on va passer 2 heures par jour sur les routes en essayant de se rendre au travail. Tout ça fait partie, on a un problème de société par rapport à ça. Et ce qui est dommage, c'est que notre système de santé public et je dirais même d'une certaine façon privé, le système de santé considère ces choses-là ou le traitement de ces problèmes-là uniquement sous l'angle biomédical. Ou interventionniste.
tu vis de la dépression, ben la solution, ça devient consulte ton médecin. On va te donner un médicament qui va te soulager des symptômes de ton stress ou de ta dépression, mais on ne touchera pas aux causes fondamentales de ces problèmes, des problèmes que tu vis. Mais si vous me permettez, rajouter plus par rapport à ça, il n'y a pas juste de va voir ton médecin, il y a aussi, on va faire un plan d'intervention, on va te prendre en charge, on va t'étiqueter parce que tu peux pas, ça se peut pas que ce soit la source. Moi, j'appelle ça la méthode d'entonnoir. Avant d'arriver à l'individu, je regarde l'environnement autour. C'est ça qu'une approche systémique. Nous autres, les psychoéducateurs, on a plus une approche systémique. Oui. On regarde l'environnement, parce que c'est pour ça que là, il faut regarder l'environnement. Puis après ça, on descend jusqu'à l'individu. Et moi, c'est fréquent quand je vois avec un enfant qui est en difficulté que souvent, le problème vient de l'environnement, mais le monde ne regarde pas la source. Toujours plus facile d'arrêter le symptôme, mais le symptôme, il va toujours changer de place. Tout à fait. C'est ça. Le problème à l'heure actuelle, c'est pour ça que nous, comme regroupement, on met beaucoup d'accent sur la question. Il faut agir sur les déterminants sociaux de la santé. Que ça soit le travail, que ça soit l'éducation, que ça soit les conditions de vie, logement, conditions, l'aide sociale, des choses comme ça. Il faut bonifier les conditions de vie pour enlever les facteurs de stress qui font en sorte que les individus sont de plus en plus aux prises avec des problèmes où ils sont seuls. Ils sont isolés. Et là, la solution devient essentiellement, je suis mal dans ma peau, je vais aller voir mon médecin, peut-être qu'il va me prescrire quelque chose qui va me faire du bien. Êtes-vous d'accord sur le fait qu'on est une société, en tout cas moi, de ce que je constate, vous êtes un regroupement en santé mentale, vous pouvez nous apporter un point de vue beaucoup plus large, de dire que la prévention est pas valorisée et que c'est plus justement interventionnisme et que le fait, et moi, c'est ce que je constate, en CPE, là, si ils font pas de prévention, c'est pas payant. Ils font un plan d'intervention, ils étiquettent, ça rapporte de l'argent, ça peut rapporter jusqu'à 20 000 pour un enfant. Oui. Après ça, on va à l'école. Et prévention, mettre des psychoéducateurs dès la prématernelle, dès la maternelle. C'est pas payant. Voyons donc, on va attendre, on va étiqueter les enfants, ça donne des plans d'intervention. Chaque plan d'intervention donne un budget. Chaque code donne un autre budget. Plus il y a de pays, plus ça donne un autre budget. Fait que quand on regarde notre société, c'est que plus ça va pas, plus c'est payant. Alors, on met de l'argent pareil. Mais non, mais comme la DPJ, plus ils ont de clients, plus c'est payant. Plus il y a des juges, plus c'est grossier. Fait que la prévention, puis éviter tout ça, la médiation, c'est pas payant. C'est pas payant pour avoir de problèmes. C'est pas valorisé. En tout cas, ça, je constate. Et là, on peut même déborder dans le système judiciaire avec les contraventions et tout ça. C'est le même phénomène. Oh oui, effectivement. Écoutez, quand je disais tout à l'heure que le problème est systémique, c'est que pour nous, je dirais, l'intervention, si on agit sur les déterminants sociaux, si on tend vers une société plus juste, plus égalitaire, où on réduit les écarts de richesse, les écarts en termes de traitement des personnes, de traitement, là, je dirais, de comment les gens sont considérés dans la société, ben c'est sûr qu'on va tendre vers une société où il va y avoir moins de problèmes de santé mentale. Mais c'est pas ça qu'on fait à l'heure actuelle, là. Êtes-vous d'accord pour dire sur le fait, moi, je vois l'effet de halo, en tout cas, c'est ce que je constate à l'école, partout, que ce soit CPE, l'école, système judiciaire, partout, c'est que quand une personne est démunie, vulnérable, je le dis souvent, là, le monde rit, là, mais quelqu'un qui a pas de dents, c'est un menteur, un voleur, quelqu'un qui est bien habillé, chic, il est honnête, il est intègre. Il y a comme si on appelle ça l'effet de halo, négatif, positif, puis si vous allez à la cour, que vous êtes parent, puis qu'il y a un directeur, ben là, vous représentez moins que le directeur, puis un parent moins que la DPJ. Il y a comme moins de considération. Moins de considération, puis on est moins compris, puis il n'y a pas d'impartialité. Il y a vraiment un jugement, des préjugés. Quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, il est déjà défavorisé. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire quelqu'un qui a des problèmes... personne qui a un problème de santé mentale, qui a un diagnostic, est étiquetée. Elle n'est pas crédible. Effectivement, sa crédibilité. Et surtout, ce qui est remis en question, c'est sa conception de sa propre souffrance. Une personne qui souffre, elle a une vision de sa propre souffrance. En tout cas, nous, ce qu'on met de l'avant, c'est des pratiques qui vont dans le sens de respecter, d'avoir un préjugé favorable envers la parole des personnes. Ben c'est d'être à l'écoute. Ça s'appelle de l'empathie. La personne, c'est ça. La personne est la première à savoir quoi qu'elle souffre. Qui on est pour dire que c'est pas ça?
Ben, c'est ça. Mais, le problème, c'est qu'il y a une grosse Bible qui dit que qu'une personne qui a tel ou tel ou tel ou tel symptôme, ben, elle a tel ou tel ou tel problème. Et en bout de ligne, l'équation se termine par une prescription médicamenteuse. Oui, sans regarder la source. Si on regarde la source, c'est la personne et ce qu'elle perçoit. C'est tout à fait ça. Et l'environnement dans lequel elle vit. Oui. Monsieur Théoret, peut-être avant une dernière question, peut-être je veux savoir, est-ce que nos gouvernements ils sont conscients de cette problématique-là? Écoutez, nous, au regroupement, on pense qu'ils sont pas suffisamment. Okay. Ils sont peut-être conscients d'une partie du problème. On parle de plus en plus. Écoutez, il y avait les journées annuelles de la santé mentale l'année dernière auxquelles j'ai assisté, où le directeur de la santé mentale du ministère de la Santé et des Services sociaux a fait un long laïus sur l'importance d'agir sur les déterminants sociaux. Oui, monsieur et au bout de 15 minutes, on est tombé dans un modèle de prévention qui est un modèle d'étiquetage, un modèle de dépistage des enfants à problème pour faire en sorte qu'on intervienne rapidement par toutes sortes de moyens qui sont des moyens d'intervention connus, médicalisation, suivi psychosocial et pour faire en sorte que quand ils arrivent à l'âge adulte, ben ils coûtent moins cher. On peut, Monsieur Théoret, est-ce que vous nous permettez, on va avoir un petit message publicitaire puis on vous revient après. Parfait. Okay. Merci. Mais j'ai pu lui poser une question. Qui est normal. J'en déduis, selon les signes apparents de votre corps, que vous souffrez de la dépression. J'aurais jamais cru qu'à mon âge c'était possible avec tout ce que j'ai vécu comme situation horrible. Ça m'a tellement atteint, j'en ai perdu l'équilibre. Et aujourd'hui, l'homme fort doit admettre qu'il est sensible. J'ai plus le choix, faut que j'aille voir un psychologue. Parler de mes problèmes, faire sortir les choses qui me buggent. Comme une thérapie pour un drogué qui veut plus de drogue. Je dois ouvrir mon cœur comme on ouvre un catalogue. C'est dur d'admettre que c'est une maladie mentale. Et à chaque mois au fait, je vois mon pocheur légal. C'est lui légalement qui est appelé le psychiatre. Un homme froid, on dirait qu'il est fait en plâtre. Il joue bien son rôle, comme dans une pièce de théâtre, à me décrire le scénario de ce que je dois faire pour rester au même niveau de mes émotions et de réorienter la chimie de mon cerveau. Matin, midi, soir, pour rester fort, il me suggère des effets que ça. Mon psy me le dit, ça enlève les idées noires. Pis s'il y a quoi que ce soit, mais tu viendras m'en revoir. C'est une pilule de bipolaire, mais lui sans crise. Il fait sa cote au comptoir, fait que je t'ai retourné leur voir. Je lui ai dit que je file pas, il me dit on va essayer le Celexa. C'est un antidépresseur appelé si t'as le prendre. Dans un moment de panique, je rame pour aller à la pharmacie acheter ma nouvelle cam. Une boîte pleine de drogue qui est comptée au milligrammes. Sur ma prescription, il a racheté clonazepam, un anti-angoisse au besoin qui me calme. J'étais tellement perdu dans mes yeux pleins de larmes. Je trouvais même que ma vie était rendue un drame. Irez vous épanouir en découvrant les mythes d'une relation inoubliable? La conférence Vivre une relation riche et durable est ce dont vous avez besoin. Venez avec vos conjoints, parents, amis et proches. La conférence Vivre une relation riche et durable aura lieu à la Maison de la Culture de Pointe-aux-Trembles à Montréal le samedi 1er juin à 18h et sera présentée par Marie-Claude Mélissa Dubuisson. Pour information, relations-durable.evenbrite.ca. Tim Tim, bois sec. Vos enfants aiment se faire raconter de belles histoires? Amenez-les à la grande bibliothèque où l'écrivaine et conteuse haïtienne Marie-Célie Agnan anime une heure du conte en créole les dimanches de mai de 15h à 16h. Cric! Crac! C'est gratuit, mais il est préférable de réserver en personne à la grande bibliothèque ou sur le site web à banq.qc.ca. L'heure du conte en créole à la grande bibliothèque pour toute la famille. Tous les dimanches de mai de 15h à 16h. Nap-conte, Nap chanté. Une présentation de groupe Banque TD. Depuis le 27 janvier 1975, Radio Centre-Ville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro pour permettre aux Montréalais et Montréalaises de se rencontrer. Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.